Virginie Mix, après une maîtrise de sciences de gestion, a eu un parcours professionnel varié. Chut, s'il vous plaît. A eu un parcours professionnel varié dans l'agriculture, dans la banque, dans l'industrie musicale, dans la communication, et a développé tout un tas de compétences que nous développons également, ou que nous tentons de développer également ici, et qui lui a permis de développer un certain nombre de compétences, je viens de le dire, mais également plusieurs valeurs qui sont intéressantes, qui sont importantes pour nous dans notre parcours sur les nouvelles frontières. Proche de l'essentiel, important pour elle, l'indépendance, important pour elle, l'attention, l'écoute, que ce soit des clients, que ce soit aux autres, ainsi que le sens de la sincérité, vous allez comprendre plus tard dans la présentation. Elle souhaitait vivre avec ses valeurs, développer également un entrepreneuriat grâce à ses valeurs, et elle a fondé l'entreprise Minusfarm, une activité qui est une excellente illustration de ce que nous avons tenté pendant la semaine d'aborder, repousser les frontières, prendre soin de l'autre, regarder dans quelle mesure il peut y avoir des frontières qu'on n'a peut-être pas l'habitude de franchir ou en tout cas de repousser. Et c'est ce que l'on va voir cet après-midi, avec un moment, comme je l'avais expliqué ce matin, où on aura également une dégustation et qui est importante dans cette notion importante de faire travailler l'ensemble des sens, ce que l'on peut voir, ce que l'on peut entendre, ce que l'on peut goûter, toucher, etc. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Virginie Mix qui est avec nous ce soir. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Virginie et je suis ravie de venir vous présenter aujourd'hui Minusfarm, un projet 100% engagé dans la révolution agriculturelle et alimentaire. Mais avant ça, je vous propose un petit jeu, si vous êtes d'accord, de fermer les yeux et de vous imaginer en 2050. Et qu'est-ce qu'on voit partout? Des gens qui mangent des insectes. Aïe, on se dit que ça a vraiment du mal tourner si on en est réduit à ça. On se dit qu'on a épuisé toutes nos ressources naturelles, que le dérèglement climatique a eu lieu. Bref, il fait 50 degrés en plein mois de février à l'ombre à Paris. C'est pas très gai. Ben, mon conjoint Mathieu et moi, quand on ferme les yeux et qu'on s'imagine en 2050, on voit la même chose. Plein de gens qui mangent des insectes. Mais nous, on est contents et on est fiers. On est contents déjà parce qu'on les voit, qu'ils se régalent, ils en redemandent. On est content parce qu'avec toutes ces protéines de qualité, ils sont en pleine forme, plein de vitalité. On est content aussi parce que c'est bon. Et on est fiers parce que c'est aussi un peu grâce à Minusfarm qui installe depuis une trentaine d'années donc des unités d'élevage en container en plein centre-ville pour produire donc des insectes qui également récupèrent le fruit de ces élevages et qui les transforment en repas à base d'insectes. Et pendant que les petits et les grands, donc en milieu urbain, mangent toutes ces protéines, tous ces plats à base d'insectes, on laisse les prairies, les forêts, les champs respirer. Ils absorbent du CO2 et du coup, tout le monde respire mieux. Ça vous semble utopique? Et tout ça, Minusfarm le fait déjà, mais à petite échelle aujourd'hui. Ça fait 4 ans qu'avec donc mon conjoint Mathieu, on élève des criquets migrateurs, des vers de farine et des grillons au rez-de-chaussée de notre habitation. On a un tout petit élevage qui tient sur 10 mètres carrés. Ces insectes, on les cuisine, on les mange en famille, entre amis. On n'en a pas perdu un seul d'amis, donc c'est que ça se passe plutôt bien. Et on a développé toute une gamme de produits de style apéro, des biscuits, des pâtes. Et on propose également de vous les faire découvrir dans le cadre d'événements comme celui-ci. J'en fais pas mal des événements de ce type parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent à ce niveau et ça me permet justement de répondre à pas mal d'interrogations. Il y a 3 questions qui reviennent quasiment régulièrement quand j'interviens, c'est pourquoi vous faites ça, comment vous faites ça et est-ce que vous en vivez? Donc je vais répondre un peu aux 3 questions. La première, pourquoi on fait ça? Eh bien, Mathieu et moi, on a 40 ans maintenant, il y a 2 petits garçons, et on est très sensibles aux problématiques environnementales déjà depuis longtemps. Et on a découvert un rapport de la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, qui part du postulat suivant. On est déjà 7 milliards aujourd'hui, on n'était que 2 milliards au début du siècle dernier, on sera probablement 9 milliards en 2050. Déjà aujourd'hui, pour nous nourrir, on mobilise énormément de ressources naturelles.
qui sont déjà en tension et ça crée déjà les problèmes qu'on connaît au niveau des dérèglements. Et on sait très bien que si on ne change pas à ce niveau, il y a plein de choses à changer, hein, mais ça fait partie des choses à changer, ce sera encore pire demain. Donc évidemment, Mathieu et moi, on a eu envie que ça change. Donc en lisant ce rapport, on a découvert que les insectes, c'était bon pour la santé. Et ils ont un profil nutritionnel équivalent aux meilleures viandes en termes de protéines, mais pas que. Ils ont autant de vitamines, B2, B3, B12. Ils ont pas mal d'acides aminés essentiels, des oméga 3, des oméga 6. Bref, selon ce rapport, c'est les insectes, en tout cas ceux qu'on élève, c'est un super aliment. Et non seulement c'est un super aliment, mais en plus, c'est bon pour la planète, parce que contrairement aux élevages classiques, surtout les élevages intensifs, cette protéine animale peut être produite sur des toutes petites surfaces, en plein centre-ville, et mobilise aucune ressource naturelle. Il leur faut juste un petit peu de chaleur. Donc, pour faire la comparaison, par exemple, ça, c'est des données qui sont tirées du rapport de la FAO. Les principales ressources naturelles qui sont mobilisées pour l'élevage classique, c'est l'eau et la terre. Pour faire 1 kg de protéines de bœuf, parce que là, c'est juste pour 1 kg, on a besoin de 13 000 litres d'eau pour faire 1 kg de bœuf. Pour faire 1 kg de verre de farine, il n'y a pas besoin d'eau du tout, ils absorbent l'humidité ambiante. Donc, là, on voit bien à quel niveau c'est intéressant. Au niveau de la terre mobilisée, pareil, pour faire 1 kg de protéines de bœuf, toujours, par exemple, il faut 300 mètres carrés, l'équivalent d'un stade de basket. Pour faire 1 kg de verre de farine, nous, par exemple, sur 10 mètres carrés, on récolte tous les mois 10 kg d'insectes, dont 5 kg de verre de farine. Et dernier chiffre intéressant qui joue en la faveur des insectes, c'est le taux de conversion de ce qu'ils mangent en protéines animales. Comme les insectes, c'est des animaux à sang froid, ils n'ont pas besoin de se nourrir énormément pour maintenir leur température, donc tout ce qu'ils mangent, ils le convertissent en protéines. Contrairement à un bœuf, toujours, bon, j'ai rien contre les vaches en particulier, hein. Mon père était boucher, mon arrière-grand-père aussi, donc c'est pas... Mais comme c'est le chiffre le plus éloquent à chaque fois pour les comparaisons, c'est celui qui a été choisi par la FAO. Donc pour en revenir à cet exemple, il faut donner 25 kg de fourrage à un bœuf pour produire 1 kg de viande de bœuf, quand il faut juste 1 kg de son de blé pour faire 1 kg de protéines équivalentes. Donc à tous les niveaux, les insectes, c'est l'optimum. Donc quand on a découvert ça, nous on s'est dit, on se lance, on fait notre propre élevage à la maison et on verra bien. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on a découvert qu'en plus c'était bon. Les insectes, c'est les cousins des fruits de mer. Il y a certains de mes confrères qui en élèvent également qui les appellent les fruits de terre. Et moi, personnellement, je trouve que c'est tout à fait justifié parce qu'en plus, il y a des goûts qui se rapprochent. Donc voilà, pour toutes ces raisons, nous, on s'est lancé là-dedans. Ce qui m'amène à à répondre à la deuxième question qu'on me pose souvent, c'est comment est-ce qu'on a appris à les cuisiner, à les élever, les cuisiner. À la base, mon conjoint est graphiste de formation et de métier. C'est lui qui fait le beau slide et puis tous les packaging de toute notre gamme. Mais il est également bricoleur, touche à tout, et il adore cuisiner. Et moi, personnellement, j'ai eu une maîtrise de sciences de gestion, donc pas du tout destinée à faire de l'élevage d'insectes. J'ai travaillé 20 ans dans la musique, dans le label que j'ai créé avec 2 associés. Je travaille encore avec Mathieu sur le studio graphique. Et puis, tout ça pour dire qu'à la base, on n'était pas du tout prédestiné à être éleveur urbain et qu'on est complètement autodidacte. Alors, pour apprendre, on est allé sur Internet. Et sur Internet, on trouve de tout, dont des tutos pour lancer des élevages. Il y a pas mal de jeunes qui ont des petits animaux de compagnie style lézard ou gecko, donc qui en élèvent pour donner à manger à leurs lézards et qui donnent plein de bons conseils. Donc on a commencé par suivre tous ces conseils-là. Et puis on s'est lancé, on a appris, on s'est amélioré pour l'élevage. Maintenant, on commence également à former d'autres éleveurs qui s'intéressent également à l'élevage d'insectes. Et pour les cuisiner, pareil, autodidacte complet. On a regardé sur Internet, mais là, on n'a presque rien trouvé, parce qu'en Occident, c'est quand même très, très nouveau, même si c'est très répandu partout ailleurs sur la planète. Chez nous, c'est très nouveau. Donc, on s'est lancé à les cuisiner comme on le sentait. On a eu beaucoup de ratés, beaucoup de choses pas trop cuites, pas assez cuites. Et puis, au fur et à mesure, on s'est affiné. Et maintenant, on arrive à faire beaucoup, beaucoup de choses. D'une part parce que l'avantage des insectes aussi, c'est qu'entiers, ils sont très bons, mais on peut très bien également les réduire en poudre et les intégrer dans ce qu'on veut.
ou presque. Ça permet d'apporter la protéine animale sans avoir non plus l'image de l'insecte entier qui peut rebuter certaines personnes, et ce que je comprends tout à fait. Donc là, on vous montre un petit échantillon de ce qu'on a déjà fait, des rouleaux de printemps, des boulettes, des ramen avec des boulettes avec de la farce de verre de farine, du risotto, pareil, avec de la poudre d'insectes. Là, c'est plutôt les recettes avec les poudres. Et puis, on a mis aussi au point notre incroyable burger, dont on est très fiers, parce que on réalise un steak composé à plus de 50% de verre de farine frais, donc pas déshydraté, et une base aussi de céréales. Et on a des versions avec champignons et des versions avec un petit peu de poulet. Et le pain intègre également de la poudre d'insectes. Et ça, c'est vraiment ce vers quoi on veut se diriger, parce que si on doit consommer des insectes, vaut mieux que ce soit des vrais repas. Donc après, on peut les faire en boulettes, en ce que vous voulez, quoi. On a une farce et on la décline à loisir en fonction de son imagination. Et dernière question à laquelle je réponds régulièrement, c'est est-ce qu'on en vit ? Pour l'instant, nous, personnellement, non, parce que l'entoculture et l'entofood, c'est relativement nouveau pour nous en Occident, hein, je dis. Et le temps qu'on fasse évoluer les mentalités, que les gens passent des nouvelles frontières, ça prend du temps. Au niveau de la réglementation aussi, en Europe, tout est très réglementé, donc ça prend du temps. Et en ce qui concerne nous en particulier, comme on n'a qu'un petit élevage de 10 mètres carrés qui produit 10 kilos par mois, c'est compliqué d'en vivre, hein, ça ne fait pas des grosses quantités. Mais on travaille à l'avenir. On a mis au point notre première cellule d'élevage en container qui sera opérationnelle le mois prochain. Et là, on passera d'une quantité produite de verre de farine par mois de 5 kilos, parce que c'est 10 kilos en tout, mais on a aussi les criquets et les grillons. On n'a que 5 kilos de verre chez nous. Là, on passe à 100 kilos par mois. Et avec une unité d'élevage comme ça en ville, on peut alimenter le petit restaurant qui sera à côté pour faire, si on ne prend que les burgers, 100 de burgers par jour. Et notre projet, nous, c'est vraiment ça. On veut faire de la protéine durable, mais locale aussi. Il n'y a pas de kilomètres. On produit, on récolte, on transforme, on cuisine, on mange. On ne sort pas du milieu urbain, quoi. Il y a 0 kilomètre. Voilà. Où est-ce que j'en étais donc ce qui m'amène en conclusion, à un mot que j'entends systématiquement, qui n'est pas une question, mais une affirmation, quand on parle de tout ça, c'est mais de toute façon, on sera... Ah oui, j'ai oublié de pas, ça j'y reviendrai après. On sera bien obligé de tous manger des insectes à l'avenir, et qu'on me dit souvent avec un air de dépit, comme si c'était une fatalité, une catastrophe. Alors moi, personnellement, j'espère que non. Déjà, il n'est pas question de forcer qui que ce soit à quoi que ce soit, hein. Ceux qui veulent continuer à manger de la viande, j'espère qu'ils pourront. Et ceux qui ne veulent plus manger de vivant, pareil. Mais nous, il est hors de question qu'on se résigne non plus à vivre dans un monde dans lequel il n'y aurait plus d'autres choix. Donc si on a pris le pari de démarrer ça maintenant, c'est pour prendre un peu d'avance et pas attendre qu'il soit trop tard en 2050. Et pour que justement en 2050, chacun puisse continuer à faire ce qu'il veut. Alors Mathieu, donc mon conjoint qu'on voit là en train de faire les burgers avec notre petite cuisine mobile, Mathieu et moi, on sait bien qu'on ne va pas résoudre le problème de la faim dans le monde, hein, et on ne va pas non plus sauver la planète. Hein. Mais notre projet de départ, c'est vraiment la volonté de la laisser la plus propre et saine possible à nos enfants, donc à limiter les ressources naturelles, faire de la protéine avec rien, on fait de la protéine animale avec rien. Donc on sait bien qu'on ne va rien sauver tout seul, mais on veut faire notre part. Et on s'adresse à toutes celles et ceux qui ont envie de faire leur part également, qui ont envie de goûter quelque chose de nouveau pour nous, passer une frontière mentale, vu que c'est le thème de votre semaine, et puis tenter l'expérience avec nous. Donc j'ai ramené des petits échantillons de biscuits qui intègrent 5% de poudre d'insectes, des biscuits sucrés, des biscuits salés. Et pour les plus téméraires ou les plus aventureux ou ceux qui sont pressés de franchir la frontière, des insectes entiers à venir goûter sur scène pour ceux qui sont partants. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, il y a trois biscuits sucrés et 2 biscuits salés. Dans les biscuits sucrés, il y a des spéculoos, des sablés au chocolat et des macarons, qui intègrent 5% de poudre de verre de farine. Et dans les salés, on a des piments d'Espelette et des graines de pavot
qui intègrent 5% de grillons. Alors, la seule contre-indication, c'est les allergies alimentaires au niveau des crustacés. Si vous êtes allergique à la petite crevette grise, vaut mieux éviter de manger les biscuits salés qui sont au grillon. Prêtez attention auquel vous êtes en train de déguster. Donc celui-là d'abord. Ça, c'est le sablé au chocolat. Mais quand vous l'aurez en bouche, vous sentirez le goût du chocolat, hein, qui est quand même beaucoup plus prégnant que le goût des insectes. Ça, c'est le macaron amande, avec de la poudre de verre de farine également. Il y a un troisième sucré qui est le spéculoos, qui est un gâteau belge. Comme moi, je viens de Lille, c'est proche de la Belgique. On en mange beaucoup chez nous, des spéculoos. Et il y a deux petits salés, un piment d'Espelette et l'autre graine de pavot, plus insectes. Les criquets, les plus gros, ceux desquels il faut enlever les ailes. Alors, pour être tout à fait franche, ils sont nettement meilleurs quand ils sont frais, poêlés à l'huile d'olive avec du citron et de l'ail, juste parce qu'ils ont un goût de sardine qui est vraiment excellent. Là, je suis obligée de les cuire un peu plus longtemps dans le temps pour que ça tienne. Du coup, ça a un côté... Voilà, alors je sais que je leur fais pas... Enfin, je leur fais pas honneur quand je les présente comme ça, donc je les réhabilite tout le temps avant de... Donc, sachez-le, il y a nettement mieux et on les trouvera, j'espère, dans les restaurants à terme. Ça, c'est le grillon, celui qui chante dans le sud et chez nous, hein, dans le nord. Qui est aromatisé avec un peu de gingembre. Alors, on ne rajoute pas du tout de matière grasse dans aucun insecte qu'on cuisine. Soit on met juste une pincée de sel, soit on met du sel avec un peu de gingembre pour ceci. Et ça, c'est les vers de farine. Donc, c'est la larve du Ténébrion molitor. C'est un petit coléoptère qui a une carapace, qui lui se mange pas, parce que justement, il a une carapace, mais il pond des œufs qui se transforment en larves, et au stade larvaire, avant qu'il fasse sa chrysalide et qu'il se transforme en nymphe pour devenir un nouvel adulte, il est chargé de protéines, et c'est à ce niveau-là qu'on le récolte et qu'on le consomme. Et ici, soit il est nature, soit il y a un petit peu de poudre mexicaine. Je crois que c'est la mexicaine. Mais j'en ai des natures si vous voulez goûter nature. J'ai tout ramené, donc... Voilà. S'il vous plaît, je voudrais un tout petit peu de silence pour qu'on puisse s'entendre et continuer la discussion. Merci beaucoup. Qui veut commencer dans les questions ou à goûter et aux questions? Voilà. En général, on commence par le verre. Ah, merci. En général, on commence par le verre parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, mais ça dépend des gens. Enfin, ça dépend. Il y en a qui préfèrent commencer par le grillon et il y en a qui se jettent sur les criquets. Donc ça, c'est... Mais vous pouvez y aller et me dire ce que vous... C'est une première pour... Le verre, oui. C'est super bon. C'est assez original, mais c'est pas mal. C'est un goût de chips un peu. Je sais pas si... Ouais. C'est un goût de chips, mais il n'y a pas d'huile. Ouais, parce voilà. qu'on compare ça à des curlis, mais comparé à des curlis, il vaut mieux manger ça à l'apéro que des curlis, parce que là, vous avez les protéines, sans matière grasse et vous avec verrez, le plaisir. vous verrez les gens manger ça en apéro, dans un bar, etc. Ouais. Ah oui, oui, oui. Okay, cool. Ça, c'est les grillons. Ah oui, C'est vrai qu'au début, l'apparence, ça peut un peu rebuter, mais au final, on se rend compte que le goût, c'est similaire à des gâteaux apéritifs. Ça, oui, c'est super. Et celui-là, il faut retirer les ailes. Il faut retirer les ailes et les pattes. Et vous les mangez pattes entier. aussi Ouais, c'est comme des crevettes un peu. Par contre. Et ça a un goût de sardine. Qui est... Si vous voulez commencer les questions pendant ce temps-là, allez-y. Bonjour, merci pour votre présentation. Vous parliez de 2050 et du fait que, de votre rêve où nous allons tous manger des insectes. Mais aujourd'hui, ça reste un marché de niche. Comment pensez-vous, dans l'Occident, où il n'y a pas d'histoire culturelle de consommation d'insectes, aider les gens à franchir la barrière psychologique pour que votre distribution devienne un marché de masse? Alors, c'est vrai qu'il n'y en a pas encore, mais moi je me souviens dans les années, il y a 10 ans en arrière, à peu près, on ne mangeait pas non plus de sushis. Je me souviens de l'arrivée des sushis, j'étais enceinte, je ne pouvais pas en manger, donc je m'en souviens très bien. Et maintenant, les sushis, ça pose aucun problème. Donc tout ça pour dire, ça peut aller très vite. J'ai pas dit que ce serait le cas des insectes, hein, on verra bien. De toute façon, je suis pas...
médium. Quand je faisais le petit jeu, c'est plus que j'imagine dans un monde pour nous où on aurait réussi à relever certains défis et donc ce ne serait pas la catastrophe. Mais je pense qu'on peut vite basculer. Il suffit de goûter une fois pour se dire bah, c'est pas si mal. Et puis quand on voit à quel point c'est l'optimum pour la nourriture, on convertira peut-être pas tout le monde, comme je disais. Ça sera peut-être pas un marché de masse, mais ça pourrait être un marché intéressant et en tout cas très local. Chose qu'aucune autre viande peut être faite. Enfin, on ne peut pas élever de bœuf en ville. On ne peut déjà pas avoir une poule. C'est très très compliqué pour les protéines animales. Et les protéines végétales nécessitent quand même de la terre et de l'eau pour les faire pousser. Les insectes, on peut vraiment faire de la protéine avec rien. Le sous-produit du blé, c'est tout. Et quelques fruits et légumes. Donc... je mise sur le bon sens et le pragmatisme. Mais bon, on s'évertue à les faire les plus sympas possibles parce qu'on ne mange pas qu'avec sa tête, on mange aussi avec ses papilles et puis son cœur. Donc il faut aussi qu'on trouve ça fun plutôt que... Donc voilà. Bonjour, merci beaucoup encore pour une fois, c'était vraiment super intéressant. J'aimerais bien comprendre où est-ce que vous pouvez acheter, par exemple, si vous voulez commencer à produire vous-même. Est-ce que c'est sur Internet? Quelles sont les précautions que vous devez avoir pour pouvoir commencer à produire vous-même ce genre d'aliments? Donc, les grillons et les vers de farine, c'est des insectes qu'on trouve chez nous. Hein. Il y en a dans... Alors, soit vous allez dans une animalerie classique, parce que les vers de farine, c'est ce qu'on donne à manger également aux poissons quand on va à la pêche. Et les grillons, c'est ce qu'on donne à manger aussi aux lézards, donc on en trouve. Mais l'usage pour les élevages, c'est de les faire reproduire 2 cycles avant de commencer à les consommer, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont mangé. Et c'est des bioaccumulateurs, les insectes. C'est comme certains poissons. S'ils mangent des métaux lourds, ils ne vont pas, eux, mourir. Mais enfin, alors, s'il y a trop de pesticides, ça va les tuer. Donc, si on leur donne à manger des trucs qui ne leur conviennent pas, soit ça les tue, soit ils le gardent pour eux et ça peut être nocif pour nous. Donc, dans les élevages, soit vous achetez des souches qui viennent d'un autre éleveur, ou soit, si c'est une animalerie, vous les faites se reproduire 2 fois et au bout du 3e cycle, vous pourrez commencer à les manger. Vous avez l'intention d'en démarrer un? Pourquoi pas? Ah bah ouais, il faut y aller. Merci donc d'être venu pour nous parler de votre entreprise. Et vous avez beaucoup parlé de votre entreprise dans un cercle, on va dire, local et vraiment réduit, qui commence par contre à s'expandre visiblement. Est-ce que vous avez déjà parlé à l'État sur votre entreprise? Est-ce qu'il y a des subventions que vous pouvez obtenir afin de grandir? Et quelles sont les perspectives que vous verrez pour votre entreprise Minus Farm? Alors nous, le développement qu'on voit, c'est pas nous se développer, c'est faire des petits à droite à gauche avec sous forme de licence, de franchise, de partenariat, un micro-élevage à Lille, là d'où on vient avec le petit restaurant à côté, et puis un à Paris, et puis un à Bruxelles, et puis un dans toutes les villes. Mais ce sera jamais une immense structure parce que de toute façon c'est pas ma vision de l'avenir, c'est pas ce que je souhaite pour nous. Donc des partenariats, des collaborations avec un réseau dans toutes les villes de grande taille, de moyenne taille. Est-ce que l'État arrive pour communiquer un minimum sur ce que vous faites? Parce que c'est quand même super... Ah oui, non, mais alors, moi, ça fait 20 ans que je travaille à mon compte. Je compte pas sur l'État pour rien, parce que je perdrais trop de temps de toute façon. Non, on serait plus dans une logique de levée de fonds, de crowdfunding, de business angel, ce genre de choses, si on devait aller se développer, que demander des aides de l'État. Bonjour et merci beaucoup de nous avoir présenté ce projet. Félicitations, vous êtes lancé là-dedans. Moi, en fait, j'avais une question, c'était surtout par rapport au prix. Est-ce que c'est un produit qui sera accessible à tout type de foyer ou est-ce que c'est plutôt élitiste? Alors aujourd'hui, comme tous ceux qui le font quasiment comme nous, d'une façon très artisanale, sur des petits volumes. Les packaging et tout ça, ça coûte cher, donc... Pour l'instant, ça coûte cher, mais à terme, c'est évident que le but, si on veut faire manger des insectes aux gens à la place du bœuf, quand même, il faudra qu'il soit moins cher. Quand bien même, alors le bœuf et les autres viandes, normalement, ça devrait augmenter vu que s'il leur faut à manger, on verra. Mais les insectes, oui, le prix doit diminuer. Et notre burger, par exemple, qui est complètement fait maison, avec un steak maison, un pain maison, que des bons produits, on le vend à 7 €. Sur les food courts, c'est le prix d'un burger, ou c'est le prix d'un burger chez Burger King, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, et on espère pouvoir faire la nourriture la plus accessible possible.
Parce que là, moi, j'ai parlé beaucoup de la France, mais le principe des containers avec l'élevage d'insectes ou même sous d'autres formes, dans plein de pays du monde, ça pourra se poser d'autant plus urgemment par rapport aux problématiques de faim. Donc, il ne faudra pas que ce soit... C'est pas un produit de luxe, c'est pas destiné à être un produit de luxe du tout, hein, au contraire. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.